Bonjour les fans de Simple History. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour plus de vidéos d'histoire. Le docteur de la peste, le XVIIe siècle. En Italie, de 1656 à 57, des épidémies dévastatrices de peste bubonique. La peste à Naples, Rome et Gênes a tué environ 200 000 à 400 000 personnes. On ne sait pas d'où cette peste mortelle est originaire, mais on dit qu'elle s'est propagée à partir de Naples, où les restrictions et les précautions étaient inexistantes. Dans ces villes, des médecins de la peste ont été embauchés pour soigner les malades, surtout les pauvres, qui ne pouvaient pas payer de traitement. Le costume des médecins a été conçu pour les protéger de ce qui était considéré comme des mauvaises odeurs ou de l'air vicié, qui était vu comme la cause de l'infection à l'époque. Ceci est maintenant connu comme la théorie du miasme, médicalement obsolète. En réalité, la peste était causée par la bactérie Yersinia pestis, qui existe dans les puces trouvées sur les rats. Les infectés auraient des symptômes de grippe suivis de ganglions lymphatiques enflés et douloureux, de gangrène et de vomissements de sang, avec la mort survenant dans une semaine suivant l'infection. Certains historiens désignent Charles Delorme comme l'inventeur du costume qui a été modélisé d'après l'armure des soldats. Le trait le plus marquant était un masque ressemblant à un bec d'oiseau avec des lunettes en cristal. Le masque était plus qu'esthétique et agissait comme un respirateur rempli de fleurs séchées ou d'épices, à travers lequel le médecin respirait, le protégeant ainsi des contagions. Le médecin portait également une longue robe en cuir maroquin, qui se glissait dans le masque pour éviter tout contact avec le patient, et la surface était cirée pour empêcher les miasmes de coller à la surface. Un frère nommé Père Antaro Maria da San Bonaventura a observé que ceux qui travaillaient dans la maison de la peste, tout en portant la robe cirée, n'attrapaient pas la maladie. Il a noté que cela empêchait les puces de nidifier sur la personne, et était donc proche de découvrir la véritable raison de la peste. Malheureusement, il a écarté les puces, comme étant simplement une nuisance plutôt que des vecteurs de la maladie. De plus, comme les vêtements ne protégeaient pas le porteur des miasmes, ils dévaloriseraient également la valeur des robes cirées. Le médecin porterait également des gants, des bottes et un chapeau à large bord pour montrer sa profession et tenir une baguette ou une canne pour examiner et donner des instructions sans toucher le patient. Les traitements du miasme, en fait la peste, étaient inefficaces. Les remèdes comprenaient la saignée et l'utilisation de sangsues sur les zones touchées. Des prescriptions de crapauds ou d'araignées étaient également données pour absorber le mauvais air. L'apparence du médecin de la peste était assez terrifiante pour les patients car c'était un signe de mort imminente, et ils étaient tenus à l'écart du public en raison de la nature de leur profession. Combien de temps la tête d'une personne restait-elle en vie après avoir été guillotinée? La décapitation comme forme d'exécution existe depuis des siècles. En 1792, pendant la Révolution française, elle est devenue une forme d'exécution très efficace et rapide, sous la forme de la désormais célèbre guillotine. Le roi Louis XVI lui-même a signé le projet de loi qui a fait de la guillotine la méthode officielle d'exécution. La guillotine était une haute structure en bois, utilisée pour la première fois en France révolutionnaire pour décapiter quelqu'un à l'aide d'une lourde lame inclinée, qui tombait soudainement le long d'un ensemble de rainures verticales. Elle tranchait généralement la tête de la personne condamnée en une seule action nette, après quoi la tête coupée tombait sans cérémonie dans un panier en dessous. Le docteur Joseph Ignis Guillotine, dont elle porte le nom, affirmait que la guillotine rendait l'exécution aussi indolore que possible. Cependant, plus tard, l'appareil était également connu sous le nom de Madame la Guillotine, la Dame, la Veuve, le Réseau National, le Rasoir National et Louis VII. Mais l'exécution par celle-ci était-elle vraiment indolore? Il y a une histoire célèbre sur l'exécution de Charlotte Corday par la guillotine en 1793 pendant la Révolution française. Juste après qu'elle ait été décapitée, un membre de la foule a bondi en avant et a giflé la pauvre Charlotte pour voir si elle était encore consciente. On rapporte que son visage a alors rougi de l'indignité d'être giflé. Il y a même des histoires de comment les têtes clignaient après avoir été guillotinées.
Antoine Lavoisier était un scientifique français à l'apogée de la Révolution française en 1794. Il a été condamné à mort pendant la Terreur et aurait supposément accepté de cligner des yeux après que sa tête a été guillotinée comme une dernière expérience pour la science. Ses serviteurs ont noté que Lavoisier a cligné des yeux jusqu'à 15 secondes après l'exécution. Bien qu'il existe de nombreuses histoires comme celle-ci prétendant qu'une décapitation lucide ou une conscience existe momentanément après une décapitation, et bien que ces histoires soient basées sur de vraies personnes et de vrais événements, elles sont très probablement des exagérations ou des anecdotes qui ont été embellies au fil du temps par d'innombrables récits. Cependant, les scientifiques se sont souvent demandé combien de temps la tête continue de fonctionner après avoir été guillotinée du corps. L'une des principales raisons de l'introduction de la guillotine était qu'elle était considérée comme très humaine. Mais certaines factions de la communauté médicale remettaient sérieusement cela en doute. Le docteur Samuel Thomas Summering a théorisé qu'en fait, une tête décapitée pourrait continuer à vivre et à ressentir pendant jusqu'à 15 minutes complètes après avoir été guillotinée, et donc que la souffrance était pire que la mort par pendaison. Mais le docteur Jean Salido, un pionnier de la médecine moderne de l'époque, a rétorqué que la différence entre tuer une personne ou un boucher tuant un animal en lui coupant la tête aboutissait au même effet, une mort immédiate et une fin de vie totale. D'autres, comme Pierre-Jean-Georges Cabanas, ont soutenu que les victimes ne souffraient pas une fois guillotinées, car la nuque est l'endroit où la mort peut être provoquée instantanément chez les personnes et les animaux. Les tressaillements et les têtes coupées étaient, selon lui, de purs mouvements musculaires mécaniques sans conscience. Il y a eu de nombreux cas bien documentés d'animaux comme les poulets, les cafards, les grenouilles, les serpents et les mantes religieuses qui ont survécu pendant une longue période après avoir été décapités. Par exemple, il existe de nombreux récits et vidéos de serpents à sonnette qui ont été décapités et qui ont toujours été capables de mordre les gens avec leur tête parce que la guillotine a été utilisée en France jusqu'en 1977. Des recherches scientifiques ont été menées en utilisant une méthodologie plus avancée sur de véritables têtes humaines guillotinées. Il a été largement rapporté que parfois on peut voir des mouvements des yeux et de la bouche d'une tête guillotinée. Mais aujourd'hui, les scientifiques sont principalement convaincus que ce ne sont que des réflexes involontaires, qui persistent après l'acte. Mais le doute et les rapports contradictoires persistent encore sur cette question. L'un des témoignages les plus convaincants sur la conscience qui serait encore présente pendant un temps significatif, après une décapitation, date de 1905. Henri Langui a été exécuté par cet appareil à Orléans, en France. Le docteur Gabriel Boriot a observé que la tête décapitée bougeait encore, et quand il a appelé le nom de l'homme, ses yeux se sont levés et ont fixé directement le docteur. On prétendait que cela avait duré entre 25 et 30 secondes, bien que plus tard, en 1939, le journal de l'Association médicale américaine ait pensé que Wario exagérait son récit de ce qui s'était passé. Car d'autres témoins présents lors de l'exécution ont dit que la vie ne semblait durer au maximum que 10 secondes, et que les réactions de l'homme étaient moins prononcées. Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire qu'une fois la victime guillotinée, la tête séparée, et le corps meurt d'une combinaison de choses. Le choc, la perte de sang, la baisse de la pression artérielle et l'anoxie, qui est l'épuisement total du niveau d'oxygène dans le corps. Le corps séparé, en tant que tel, vit environ 1 minute de plus jusqu'à ce que le cœur s'arrête de battre. Quant à la tête décapitée, les scientifiques disent qu'elle peut techniquement avoir suffisamment d'oxygène stocké pour que le métabolisme continue pendant environ 7 secondes. Bien que certaines parties du corps puissent survivre très peu de temps après avoir été guillotinées, l'effet catastrophique de la décapitation signifie que toute conscience serait éteinte presque instantanément. Donc pendant environ 2 à 3 secondes, le cerveau peut encore fonctionner, mais toute intelligence serait dans un état comateux, fixe, non réactif, inconscient de tout. Mais il n'a toujours pas été prouvé de manière concluante si la conscience reste réellement significative après la décapitation. Peut-être qu'avec le temps, nous découvrirons ce qui se passe réellement dans ces courts instants avant que la vie ne s'éteigne. C'était au début de 1892, juste à l'extérieur de la petite ville de Fall River dans le Massachusetts, États-Unis, à la ferme de la famille Borden. Il y avait une scène d'une brève mais mortelle série de meurtres sans pitié.
car dans la grange gisaient les corps décapités d'une douzaine de victimes innocentes, toutes tuées par le propriétaire de la ferme, le banquier à la retraite Andrew Borden, âgé de 70 ans. Sa femme Abby et l'une de ses filles Emma étaient des gens de la ferme pratique et comprenaient la nécessité du meurtre, ayant elles-mêmes régulièrement abattu des poulets et des cochons pour la table du dîner. Donc, ce meurtre pour elles n'était pas différent, et elles se sont occupées à ramasser les corps, prêts à être nettoyés et transformés en tartes. Mais l'autre fille qui d'Andrew, Lizzie, était beaucoup plus sensible à la vue de ses pigeons bien-aimés être abattus. Elle les avait élevés depuis leur naissance, plus comme des animaux de compagnie que comme une simple source de nourriture à la ferme, contrairement à d'autres. Lizzie et son père n'avaient jamais été proches, et elle lui en avait toujours voulu d'avoir épousé une femme nommée Abby Gray, quelques années après la mort de sa mère. La relation de Lizzie avec sa belle-mère, Abby, s'était encore plus détériorée lorsqu'elle avait découvert que son père avait acheté plusieurs propriétés en secret. Ce qui dérangeait Lizzie, c'est que la bénéficiaire était sa belle-mère, au détriment d'elle-même et de sa sœur Emma. La maison a même été achetée pour Sarah Gray Whitehead, la demi-sœur cadette d'Abby. Quelques mois plus tard, il y aurait encore plus de carnage à la ferme Borden. Le matin du 4 août, en 1892, Lizzie était dans la grange et a entendu un bruit étrange venant de la maison. Elle s'est précipitée dans la maison et dans le salon. Ce qu'elle a vu était vraiment horrifiant. Son père gisait mort sur le canapé. Son visage était gravement défiguré, comme si quelqu'un l'avait frappé plusieurs fois avec une hache, le tuant presque instantanément. Lizzie a ensuite appelé la bonne, Bridget Sullivan, mais ne l'a pas laissée entrer dans le salon, estimant que la vue de son père mort serait trop pour la jeune bonne. Plus tôt, la belle-mère de Lizzie, âgée de 64 ans, avait dit à Bridget qu'elle était sortie rendre visite à une amie malade, mais elle a été retrouvée peu de temps après que le corps de M. Borden a été découvert. Elle gisait face contre terre dans la chambre d'amis à l'étage. Elle avait également été assassinée, ayant été sauvagement hachée à mort par derrière avec une hache. Mais ce qui était remarquable à propos de sa mort par rapport à celle de son mari, c'est qu'elle avait été beaucoup plus violente et intense, comme si l'agresseur haïssait la victime, un point qui a été soulevé plus tard lors du procès pour meurtre. Et la hache, supposée avoir été utilisée pour tuer les deux victimes, aurait en fait pu être la même que celle utilisée par le père de Lizzie pour tuer ses pigeons tant aimés quelques mois plus tôt. La police a enquêté et établi la chronologie suivante. Le moment des décès était très étrange. Le médecin légiste a conclu que la belle-mère a été tuée par derrière vers 9h du matin, pendant qu'elle nettoyait le sol de la chambre d'amis. Mais le père a été tué vers 11h du matin. Il était rentré à la maison vers 10h45 du matin, de manière inattendue, ayant été en déplacement professionnel la plupart de la matinée. Il est allé dans le salon faire une sieste. Lizzie a découvert son père assassiné à 11h10 du matin. La police a trouvé étrange que dans une si petite maison de 3 étages, ni Lizzie ni la femme de ménage n'aient vu ou entendu quoi que ce soit d'anormal pendant toute la matinée. Cependant, 2 personnes sauvagement tuées sont passées inaperçues des 2 individus. L'explication de la femme de ménage à ce sujet était qu'elle avait passé toute la matinée à nettoyer l'extérieur de la maison sur les instructions de la belle-mère, Madame Borden. Elle se reposait ensuite de ses tâches dans la chambre du 3e étage. Tandis que Lizzie prétendait qu'elle était dans la grange à la recherche de plomb pour une prochaine excursion de pêche. La police a effectué une fouille de la maison, mais a admis plus tard qu'il ne s'agissait que d'une inspection superficielle, et ils n'ont pas effectué une recherche approfondie jusqu'à 2 jours plus tard, le 6 août, Imonstorat. Lors de l'enquête sur les décès, le médecin légiste a noté que M. Borden avait été tué en étant frappé au moins 9 fois, avec une hache, un coup tranchant à travers son globe oculaire. La belle-mère avait été tuée par 17 coups plus profonds et plus intenses à l'arrière de sa tête. Le témoignage de Lizzie lors de l'enquête était partout, n'avait guère de sens et elle se contredisait constamment. De plus, certaines des choses qu'elle a dites étaient fausses, comme lorsqu'elle a affirmé avoir aidé son père à mettre ses pantoufles avant sa sieste fidèle. Mais les photographies de la scène de crime montraient clairement qu'il portait encore ses chaussures.
Le 11 août 1892, la police a arrêté Lizzie sur la base de ses réponses confuses à l'enquête et sur le fait qu'elle avait le plus à gagner de la mort de son père et de sa belle-mère. Son père était un homme riche, et avec la mort de la belle-mère, les deux sœurs étaient sur le point d'hériter d'une petite fortune. Le procès de Lizzie Borden a commencé en juin 1893 et est devenu une sensation nationale. À un moment donné du procès, les crânes des deux victimes ont été admis comme preuve, forçant l'arrêt temporaire des procédures, car cette vue macabre avait fait évanouir Lizzie. Mais il n'y avait aucune preuve solide que Lizzie avait commis les meurtres, et pour la communauté, elle avait un caractère irréprochable, enseignant l'école du dimanche. Lizzie était également trésorière et secrétaire de la branche locale de la société Christian Endeavor, qui aidait à promouvoir le message de la société d'une vie chrétienne sincère parmi ses membres. Donc, étant si hautement respectée dans la communauté, le jury n'a eu aucun problème à la trouver innocente. Lizzie n'a jamais quitté Fall River. Elle et sa sœur ont emménagé dans une maison moderne dans le quartier riche de The Hill. Elle est décédée 35 ans plus tard de pneumonie le 1er juin 1927. Sa sœur cadette, Emma, est morte peu après d'une maladie rénale. Aucune des deux ne s'est jamais mariée. La presse et les enquêteurs n'ont jamais cessé de harceler Lizzie, qui était pour la plupart convaincue qu'elle avait commis les meurtres. Personne d'autre n'a jamais été jugé pour le crime, et à ce jour, il est officiellement considéré comme une affaire non résolue. Alors, qui a tué Andrew et Abby Borden ce fatidique matin en 1892 ? Les suspects sont les suivants. La fille aînée, Emma Borden, a 36 ans et célibataire. Emma avait peu de chances de trouver un mari à une époque où les femmes étaient normalement mariées dès la vingtaine. Se pourrait-il qu'elle ait eu peur que sa belle-mère hérite de tout si son père mourait ? Cela signifie-t-elle qu'elle faisait face à une vieillesse de pauvreté absolue car elle n'avait ni profession ni mari pour la soutenir ? Donc peut-être qu'elle avait un motif possible. Mais lors du meurtre, elle avait un alibi. Elle visitait des amis à 15 miles de là et était considérée comme irréprochable. La rancunière femme de ménage irlandaise de 25 ans, Bridget Sullivan. Abby Borden était très stricte, et certains diraient qu'elle était méchante en ce qui concerne la façon dont elle traitait sa femme de ménage. Le jour du meurtre, il a insisté pour que Bridget nettoie l'extérieur de la maison malgré ses protestations, car elle était malade, et la vague de chaleur était particulièrement intense. Pourrait-elle simplement avoir craqué et tué brutalement Abby dans un accès de rage et avoir allongé le père pour couvrir son crime ? La très respectable jeune fille est de 32 ans, Lizzie Borden. La police avait-elle deviné dès le départ, mais manquait de preuves pour l'incriminer ? Il est vrai que Lizzie avait beaucoup à gagner de la mort de son père et de sa belle-mère. Car si son père âgé mourait, sa belle-mère était censée hériter de sa vaste fortune, et Abby avait de nombreux parents. De plus, malgré sa richesse, Andrew Borden était économe. La maison Borden manquait de plomberie intérieure et d'électricité, tandis que les cousins d'Andrew vivaient sur The Hill, un quartier pour les riches où ils pouvaient facilement se permettre de vivre. Se pourrait-il que Lizzie craignait qu'elle n'obtiendrait jamais ce qui lui revenait de droit ? Irait-elle jusqu'à tout faire pour vivre sur la colline ? Mais si Lizzie avait commis les 2 meurtres, avait-elle changé de robe tachée de sang 2 fois ? Ou a-t-elle déambulé pendant près de 2 heures dans une robe tachée de sang, ce qui semble inconcevable ? Mais le fait est que la police n'a pas correctement fouillé la maison, à la recherche de preuves jusqu'à 2 jours plus tard, donnant à Lizzie beaucoup de temps pour se débarrasser de toute preuve incriminante. Il est vrai que Lizzie a été trouvée dans la cuisine par sa sœur et un ami de la famille, en train de brûler ce que Lizzie prétendait être une vieille robe tachée de peinture. Cela peut sembler incriminant, mais nous devons garder à l'esprit que c'était le matin du 7 août, le lendemain de la fouille complète de la maison par la police à la recherche de preuves. Pourrait-il être que l'explication de Lizzie concernant la combustion de la robe était la correcte ? Et quant à ses déclarations chaotiques et contradictoires au tribunal, peut-il simplement être dû aux effets secondaires de la morphine qu'elle avait été prescrite par son médecin, à l'époque pour le stress et l'anxiété ? Une autre théorie suggère un homicide involontaire dû à une responsabilité diminuée.
La mère de Lizzie souffrait de crises la rendant violente et provoquant des accès de rage incontrôlables dont elle ne se souvenait pas par la suite. On dit que Lizzie en souffrait aussi, mais il semble à peine possible que si c'était vrai, elle ait eu une crise qui a duré plus de 2 heures. Pourrait-ce être un parent ? Puis il y avait l'étrange cas de l'oncle maternel de Lizzie, un certain monsieur John Vinicum Morse, âgé de 59 ans. La nuit précédant les meurtres, il était arrivé de manière inattendue sans bagage à la maison des Borden. Ce n'était pas inhabituel car il arrivait souvent sans prévenir comme cela pour discuter affaires avec son beau-frère, Andrew. On dit que malgré la chaleur, il portait les mêmes vêtements pendant 2 jours d'affilée. L'oncle John est parti le matin suivant voir des neveux et nièces, revenant plus tard après les meurtres. La police l'a considéré comme un suspect pendant un moment, car son alibi au moment des meurtres semblait trop parfaitement détaillé et répété. De plus, cela n'a pas aidé qu'il était déformé comme boucher et qu'il semblait être assez émotionnellement insensible au meurtre, mais la police a conclu qu'il était simplement très excentrique et insensible. Il y avait aussi le fait incontournable que son alibi, étant à plusieurs kilomètres au moment des meurtres, était vérifié. Ainsi, la police a écarté la possibilité qu'il soit un suspect et a continué à examiner d'autres suspects. Était-ce un intrus meurtrier ? La ferme était isolée, et la famille était bien connue pour être riche. L'idée d'un voleur opportuniste était donc plausible. Assassiner l'un des résidents de la région pourrait avoir du sens si le voleur avait été découvert. Mais l'idée que le voleur meurtrier se cache et attende 2 heures pour ensuite tuer le mari de retour, mais pas les 2 autres femmes dans la maison, semble en effet tirée par les cheveux. Même ainsi, il était connu qu'Andrew Borden était un homme assez impopulaire en ville et avait fait beaucoup d'ennemis dans ses affaires commerciales. Était-ce un tueur en série ? 5 jours avant le procès, une femme locale a été tuée à coups de hache dans sa cuisine par un immigrant portugais nommé José Correia de Melo. Elle avait reçu 23 coups à la tête. José a été reconnu coupable du meurtre de la femme. Le parquet soupçonnait un cambriolage ayant mal tourné. Même si cela devait sembler étrange d'avoir 2 meurtres si rapprochés dans une si petite ville, personne ne pensait qu'il y avait un lien entre les 2 affaires. Malgré le fait que le meurtre partage des similitudes telles que commis en plein jour, et le meurtrier entrant et sortant sans être vu. Il convient de noter que José, selon les registres officiels, n'est pas venu en Amérique avant que les Bordens ne soient assassinés. Était-ce une combinaison de personnes ? Se pourrait-il que Lizzie ait eu un complice ? La femme de ménage aurait-elle pu être complice ? Y aurait-il pu commettre le meurtre ensemble, Lizzie la payant avec son héritage ? Il est vrai que Bridget a quitté l'emploi familial peu de temps après les meurtres, mais les récits diffèrent quant à ce qui lui est arrivé ensuite. Certains disent qu'elle a trouvé un emploi ailleurs et s'est finalement mariée, tandis qu'un autre récit plus alléchant était qu'elle est soudainement et mystérieusement entrée en possession d'une grande somme d'argent et qu'on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Un mélange intrigant de personnes et d'événements. Se pourrait-il qu'Abby ait été tuée par un intrus ou un tueur en série qui a ensuite fui ou quitté la scène ? Lizzie, saisissant l'opportunité, a tué son père plus tard, en espérant tout mettre sur le dos de l'autre meurtrier. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais peut-être que Lizzie était assez désespérée pour mettre en œuvre un tel plan diabolique, sans réaliser que la science avait suffisamment progressé pour déterminer que les 2 décès étaient espacés de 2 heures. Lizzie pourrait-elle avoir engagé un tueur pour commettre les meurtres ? Cela expliquerait pourquoi aucune robe ensanglantée n'a été trouvée, et pourquoi aucun meurtrier n'a jamais été découvert. Avec la mort de son père et de sa belle-mère, elle pourrait facilement payer grassement son complice. Près de 130 ans plus tard, l'affaire reste non résolue. Au moment du procès, l'opinion publique était que Lizzie était innocente. Mais assez rapidement, le public s'est retourné contre elle, et cela peut être résumé par une comptine populaire pour sauter à la corde à l'époque. Lizzie Borden a pris une hache et a donné 40 coups à sa belle-mère. Quand elle a vu ce qu'elle avait fait, elle a donné 41 coups à son père. L'évasion cannibale de la colonie pénale australienne. Les prisons sont notoirement difficiles à quitter avec leurs hauts murs, portes verrouillées
projecteurs et gardes partout. Mais que se passerait-il si votre prison était une colonie pénale en Australie au XVIIIe et XIXe siècle? Tout ce dont ils avaient besoin pour garder les condamnés étaient quelques gardes, car la nature sauvage environnante ou l'océan infesté de requins dissuaderait même le plus aspirant des évadés. Donc, si vous alliez vous échapper de telles conditions infernales, vous devriez être extrêmement dur et déterminé. La dureté de la situation l'exigeait, et probablement la plus macabre de toutes les évasions impliquait un condamné nommé Alexander Pierce. Pierce était un Irlandais, qui avait été condamné à l'origine pour le vol de 6 paires de chaussures. Il a aussi été condamné à 7 ans dans une colonie pénale australienne. Depuis son arrivée en 1821, dans la colonie pénale de Van Diemen's Land, en Australie, il n'a été qu'un fauteur de troubles. Durant son séjour, il a persisté dans ses crimes, étant condamné pour de multiples délits, dont le vol de canards, d'indes et d'une brouette, et reconnu coupable 2 fois d'ivresse et de désordre. Sa dernière condamnation était pour falsification de commande dans l'intention de frauder. Pour ces crimes, il a été fouetté plusieurs fois et condamné à 6 mois de travaux forcés. En 1822, il a été envoyé à Sarah Island, l'une des pires colonies pénales réservées aux détenus les plus perturbateurs. Le campement de Sarah Island était situé dans un endroit désolé et balayé par les vents, à côté du port de l'île et entouré d'une vaste jungle. Malgré tout cela, peu de temps après l'arrivée de Pierce, il a réussi à s'échapper dans la jungle avec 7 autres condamnés. Les évadés se sont dirigés vers la colonie de Hobart, à 90 miles de là, mais après 15 jours, ils étaient désespérément perdus et n'avaient pas mangé depuis des jours, donc le groupe a estimé qu'ils n'avaient d'autre choix que de recourir au cannibalisme. La première victime a été un choix facile pour les hommes. Alexander Dalton était impopulaire dans le gang car, dans la colonie pénale, il s'était porté volontaire comme flagellant pour fouetter les autres condamnés. Dérangé par la faim, Robert Greenhill a saisi une hache et l'a écrasée sur le crâne de Dalton. Le gang a ensuite festoyé avec ses organes et sa chair. Redoutant d'être les prochaines victimes, 2 membres du groupe ont décidé de s'enfuir par des chemins différents. Les membres restants du groupe ont tiré à la courte paille, et Thomas Bodenham a été désigné. Il s'est agenouillé et a été tué par un coup de hache à l'arrière de la tête, puis a ensuite été servi comme déjeuner. Une semaine après, la famine menaçait encore le groupe. Un conflit a surgi entre 2 détenus. Cela s'est produit lorsque John Mathers cherchait désespérément des racines à manger. Greenhill s'est approché de lui par derrière et l'a attaqué, probablement dans le but de le manger. Ceci a poussé le reste du groupe à se battre, causant la mort de Mathers qui est devenu le repas des 3 membres affamés restants. Puis, quelques jours plus tard, un membre du groupe nommé Matthew Travers a été mordu au pied par un serpent venimeux et est mort après une longue fièvre plusieurs jours plus tard, après que sa blessure soit devenue gangréneuse. Il est devenu le prochain repas des 2 derniers membres du groupe. Seuls Alexander Pierce et Robert Greenhill restaient. Ils ont tous 2 juré de travailler ensemble pour atteindre la civilisation, mais leur confiance s'est rapidement évaporée, et une nuit, Pierce a massacré Greenhill avec une hache. Pierce a ensuite poursuivi son voyage seul. En chemin, il a pillé un campement aborigène pour se nourrir afin de survivre. Il a finalement rejoint la civilisation, et s'est vite associé à une bande de voleurs de moutons. Mais après près de 4 mois en fuite, Pierce a été recapturé et, rongé par la culpabilité, a avoué les meurtres et l'acte de cannibalisme. Mais son histoire était si incroyable que les autorités ne l'ont tout simplement pas cru et l'ont renvoyé purger une peine prolongée sur l'île Sahara. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais en 1824, il s'évada à nouveau, avec l'aide d'un autre prisonnier, un jeune homme appelé Thomas Cox. Quelques semaines après, un navire s'est arrêté plus loin sur la côte pour enquêter sur un feu de plage et a trouvé Pierce en train de le manger. Pierce a fini par avouer pas moins de 3 fois son crime de cannibalisme avant son exécution. Une fois au magistrat, puis au commandant de la base, et enfin la veille de son exécution à un prêtre. Chaque fois, les détails varièrent légèrement, mais le message global était toujours le même. Il avait tué ou participé à tuer ses compagnons d'évasion et avait mangé leur corps. On disait qu'il avait montré un certain remords d'avoir commis ces actes méchants. Il a été condamné pour meurtre et cannibalisme par la suite. Il a été pendu pour ses crimes le 19 juillet 1824. Il n'y a aucun enregistrement de ce qu'il a demandé pour son dernier repas. Le Blackout Reaper,
1942. Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale sur le front intérieur était difficile pour les Britanniques, mais ils étaient résilients, ayant enduré le terrible Blitz de septembre 1940 à mai 1941. Pendant les attaques, les Allemands avaient essayé de bombarder sans relâche les Britanniques pour les soumettre par des attaques aériennes massives, tuant environ 43 000 civils et en blessant 139 000 au total. D'ici 1942, l'intensité de ces bombardements avait diminué, bien que les Allemands aient toujours effectué des raids de bombardement réguliers, surtout à Londres. En février 1942, les Britanniques avaient enduré près de 3 ans de panne d'électricité et 2 ans de raids aériens allemands, au point qu'ils étaient devenus une grande partie de la vie quotidienne. Bien que pour les Britanniques, les dures réalités de la guerre n'étaient jamais très loin. Le 8 février 1942, la nouvelle choquante est arrivée que la puissante forteresse britannique de Singapour était attaquée par les Japonais. Mais ce jour-là, une découverte macabre a aussi eu lieu bien plus près de chez eux. Dans un abri anti-aérien dans le centre de Londres, le corps d'une femme gisait sans vie sur le sol. Elle semblait avoir été étranglée. La triste réalité était que le coupable probable n'était pas allemand, mais britannique. Ainsi a commencé le règne de terreur d'une semaine du Blackout Reaper. Jour 1, dimanche, 8 février, 1942. Victime Evelyn Hamilton. Lieu, abri anti-aérien près de Marble Arch à Londres. Âge, 40 ans. Profession pharmacien. Evelyn Hamilton a été aperçue pour la dernière fois le soir même. Elle avait quitté sa pension pour aller dîner tard. Son corps tac a été retrouvé le lendemain matin dans un abri anti-aérien. Elle avait été étranglée à mort et son sac à main avait été volé. Jour 2, lundi 9 février, 1942, deuxième jour. Victime, Evelyn Otley, aussi appelée Nita Ward. Lieu, dans l'appartement de la victime à Wardour Street à Soho, Londres. Âge 35 ans. Profession, actrice à temps partiel et prostituée. Le jour de l'introduction du rationnement du savon en Grande-Bretagne, une femme a été retrouvée morte dans son appartement à Soho, au centre de Londres. D'une certaine manière, son meurtre n'a pas surpris la police, car la victime, connue sous le nom de Nita, était une prostituée bien connue. Mais le plus choquant était la sauvagerie de sa mort. Elle avait été étranglée et égorgée. Son corps avait été horriblement mutilé avec une lame de rasoir, un ouvre-boîte et des pinces à cheveux. Mais la police a trouvé un indice important. L'ouvre-boîte maladroitement jetée avec des empreintes digitales dessus. Bien qu'elle ne correspondait à aucune dans les bases de données criminelles, elle suggérait que le meurtrier était gaucher. Le second meurtre n'était qu'à 30 minutes de marche du meurtre du jour précédent, et dans les deux cas, la cause de la mort avait été la strangulation. Mais ce qui inquiétait vraiment la police, c'est que le second meurtre était beaucoup plus violent que le premier. Jour 3, mardi 10 février, 1942. Victime, Margaret Florence Lowe, alias Pearl. Lieu, appartement de la victime, Gosfield Street, Marylebone. Âge, 43 ans. Profession, prostituée. Le mardi 10 février, la journée a débuté avec une bonne nouvelle. Les alliés américains, en guerre depuis moins de 2 mois, avaient coulé le destroyer japonais Natsushio. Mais pour la police britannique, l'urgence était de résoudre le meurtre des 2 femmes, ignorant qu'un autre avait eu lieu à 1 kilomètre. Le corps, celui d'une prostituée de 43 ans surnommée Pearl, ne fut découvert que 3 jours plus tard, le vendredi 13. Elle avait été étranglée avec un bas ou une écharpe en soie, et son corps atrocement mutilé au couteau, lame de rasoir et bougie. Des empreintes digitales ont été trouvées sur une bougie. Jour 4, 11 février, 1942, 4e jour. Victime, Doris Joannet, alias Doris Robson. Lieu, dans l'appartement de la victime à Sussex Garden à Paddington. Âge, 32 ans. Profession, prostituée et femme au foyer. Le jour suivant, la police était convaincue d'avoir affaire à un tueur en série après avoir trouvé Dora Schwann, 32 ans morte dans un appartement au rez-de-chaussée. Comme les autres victimes,
Elle avait été étranglée et son corps affreusement mutilé. À ce moment-là, la police et les médias ont réalisé que les 4 meurtres étaient peut-être connectés. Les journaux britanniques ont surnommé le tueur le Blackout Ripper et ont commencé à établir des parallèles avec le célèbre tueur en série victorien, Jack l'Éventreur. Jour 5, jeudi 12 février 1942. Puis un calme s'installa, alors même que la presse fouettait le public britannique dans une frénésie, tout devint silencieux. Le tueur avait-il appris à mieux couvrir ses traces? Jour 6, 13 février 1942. Victim, Greta Hayward. Lieu, Piccadilly Circus, Londres. Âge 32 ans. Profession inconnue. Ce soir-là, une jeune femme nommée Greta Hayward attendait son petit ami à Piccadilly Circus dans le centre de Londres. Un jeune homme en uniforme de la Royal Air Force a discuté avec elle et lui a offert une grosse somme d'argent, mais elle a précisé qu'elle n'était pas ce genre de fille. Quelques instants plus tard, il l'a attaquée, la traînant dans une porte à proximité où il a commencé à l'étrangler. Heureusement, un veilleur de nuit passant par là a interrompu l'attaque, forçant l'agresseur à fuir dans la nuit. La victime, Catherine Mulcahy, aussi appelée Kathleen King. Près de la gare de Paddington, Londres. Profession prostituée. Plus tard dans la soirée, dans un appartement près de la gare de Paddington, une prostituée nommée Kathleen King divertissait un jeune homme. Soudain, l'homme est devenu violent et a tenté de l'étrangler, mais Kathleen a réussi à le repousser et a appelé à l'aide. L'homme a pris la fuite en panique et a tenté maladroitement d'acheter son silence en lui jetant un billet de 5 livres. Dans tous ces incidents et meurtres, il y avait un modus operandi distinct. Ainsi, la police pensait qu'ils étaient tous commis par le même homme. Les attaques étaient soft sur des femmes qui étaient ou pourraient être des prostituées. Elles étaient toutes effectuées le soir ou aux premières heures. Toutes ont eu lieu dans le centre de Londres. La strangulation ou les tentatives de strangulation étaient utilisées à chaque fois. Lorsqu'il y avait une opportunité, les corps des victimes étaient horriblement mutilés. Alors qui était l'agresseur? Pourrait-il que tous les meurtres soient liés? Est-ce qu'une force de police londonienne sous-ressourcée a conclu trop rapidement qu'il s'agissait de l'œuvre d'un tueur en série, car il était plus facile de les enquêter comme un seul cas plutôt que des cas individuels? La force de police de Londres avait perdu beaucoup de ses meilleurs hommes au profit des forces armées, et était étirée par ses devoirs de défense civile. De 1939 à 1945, la criminalité a bondi de 50%, et les effectifs insuffisants de la police ne pouvaient gérer le pillage et le racket courant dans la capitale, ni les problèmes sociaux liés aux citoyens désespérés et sans abri. Alors était-il pratique d'ignorer les subtiles différences entre les cas? Comme dans le cas d'Evelyn Hamilton, le vol aurait pu être un mobile, car elle transportait environ 80 livres en espèces, ce qui vaudrait environ 2600 livres aujourd'hui. Cela était dû au fait qu'elle était en train de déménager vers le nord pour un nouvel emploi. Les 2 attaques de la nuit du vendredi 13 furent maladroites. Serait-ce l'œuvre d'un ivrogne enragé? Une relation compliquée. Une autre possibilité était que certaines des victimes avaient des relations enchevêtrées et compliquées. Auraient-ils pu causer leur propre disparition? Par exemple, Evelyn Otley avait abandonné son mari éleveur de volailles du Lancashire pour se rendre à Londres afin de poursuivre une carrière d'actrice, et Doris Joinet menait une double vie en tant que femme au foyer et secrètement en tant que prostituée. Son mari âgé n'avait aucune idée que Doris divertissait des hommes pendant qu'il travaillait de nuit en tant que directeur d'hôtel. Pourrait-il s'agir d'un tueur imitateur? Ce n'est pas surprenant, car dès le milieu de la semaine, les médias relatèrent les meurtres. Cela aurait-il pu encourager un maniaque à commettre des meurtres similaires pour satisfaire ses désirs malades? Ou un meurtre astucieux pour régler un compte mais fait pour ressembler au tueur du Blackout pour détourner l'attention de la police? Était-ce un tueur en série? L'intensité et le modus operandi le suggéreraient, et Londres avait déjà vu des tueurs en série comme Jack l'Éventreur, 1888 à 1889, et George Joseph Smith, les meurtres des mariés dans la baignoire, de 1912 à 1914. Avec toutes ces possibilités, la police a dû rassembler toutes les pièces du puzzle sur qui était le Blackout Ripper. Sur les lieux de l'attaque contre Greta Hayward, l'agresseur avait laissé son étui de masque à gaz dans l'entrée du magasin.
L'étui du masque à gaz portait le numéro d'identification 525 987 et les archives de la Royal Air Force ont révélé qu'il appartenait à Gordon Frederick Cummins, un aspirant officier de 28 ans. Il a été promptement arrêté le lundi 16 février dans les casernes de la Royal Air Force à proximité pour l'agression. On a découvert qu'il avait un casier judiciaire vierge. Il semblait heureusement marié à une secrétaire et se débrouillait bien dans la Royal Air Force. Ayant récemment été promu de l'aviateur principal dans une unité au sol à un élève officier en formation pour piloter des avions de chasse Supermarine Spitfire. Mais bientôt, les choses commenceraient à se défaire pour Cummins, et les pièces commenceraient à tomber en place à propos de ce court règne de terreur. Il s'est avéré que Cummins était en fait un coureur de jupons, et qu'il était gaucher. Mais il y avait aussi des preuves accablantes, liant Cummins au meurtre. La police a trouvé un étui à cigarette dans sa poche d'uniforme appartenant à l'une des victimes, Margaret Lowe. Lors d'une fouille de ses quartiers, les détectives ont trouvé un stylo-plume qui avait appartenu à Doris Johannet. Mais ce qui a scellé son sort, ce sont ses empreintes digitales sur l'ouvre-boîte utilisé pour mutiler le corps d'Evelyn Otley. Il a fallu seulement 35 minutes au jury pour déclarer Cummins coupable. Un appel en début juin 1942 a été rejeté, et il a été pendu à la prison de Wandsworth le 25 juin 1942 pendant un raid aérien. Cummins a protesté de son innocence jusqu'au tout dernier moment, et sa femme est restée à ses côtés jusqu'à la fin, croyant en son innocence. Spring Hill, Jack, légende, victorienne, 1838 à 1904. Spring Hill Jack était une figure de type fantôme, qui était censée avoir terrifié Londres, puis plus tard le reste de l'Angleterre. Sa description variait grandement, mais elle était toujours menaçante et sinistre. C'était un homme à l'air pâle, qui respirait des flammes bleues et blanches, avec des griffes métalliques tranchantes sur ses doigts et des boules de feu à la place des yeux. Il ressemblait au diable habillé en gentleman. Parfois, c'était un monstre hideux avec un visage déformé. Malgré les nombreuses attaques présumées de Jack à la jambe de ressort, personne n'a jamais été gravement blessé lors des rencontres prétendues avec lui. Certains ont été égratignés, mais surtout, ses victimes et Tashkulishiti étaient terrifiés. La seule chose que ces attaques avaient en commun était la capacité de Jack à la jambe de ressort à s'échapper ensuite en sautant sans effort par-dessus de hauts murs et en bondissant avec une grande agilité de toit en toit. Nous ne sommes pas sûrs de l'origine de ce nom, mais il est fort probable que cela soit dû au fait que Jack était l'un des prénoms les plus populaires à l'époque victorienne. Parfois, un certain nombre d'attaques est à signaler en l'espace de quelques semaines, puis il disparaissait pendant des mois, voire parfois des années. Il ne fait aucun doute que sa popularité a été grandement renforcée par la sensationnalisation de ses exploits par la presse, en particulier les très populaires Penny Dreadfuls, qui adoraient imprimer des récits extravagants et sanglants d'intrigues et d'aventures. Mais aussi des médias plus respectables, comme le Times, qui parlait régulièrement de lui. Tout a commencé le 9 janvier 1838. Il y avait de plus en plus d'inquiétudes publiques concernant d'étranges apparitions dans différentes parties de Londres, si nombreuses que le Lord Mayor de Londres, Sir John Cowan, a été contraint de s'occuper de la question lorsqu'il a reçu une plainte anonyme, affirmant que tout cela faisait partie d'une farce élaborée. Soi-disant, 2 membres de la haute société avaient reparié que l'un d'eux, sous 3 déguisements différents, en tant que fantôme, ours et diable, visiterait plusieurs villages près de Londres et causerait des méfaits. Le maire n'était pas convaincu que l'histoire était vraie, mais le lendemain, les journaux nationaux ont repris l'histoire, et le 11 janvier, le maire s'est senti obligé de montrer au public une énorme pile de lettres qu'il avait reçues de tout Londres, se plaignant de farces ou d'apparitions similaires. Par la suite, une récompense a été offerte pour l'arrestation du coupable. Une rencontre célèbre et très médiatisée avec Jack a eu lieu un peu plus d'1 mois plus tard, le 19 février à Londres, lorsqu'une adolescente, Jane Haslop, a ouvert la porte à ce qu'elle pensait être un policier qui a dit qu'ils avaient attrapé Jack à la jambe de ressort, à proximité et a demandé une bougie. Jane est allée chercher une bougie comme demandé. À son retour, l'homme a jeté son manteau, et elle a dit plus tard qu'il avait une apparence des plus hideuses et effrayantes, respirant des flammes bleues et blanches de sa bouche, tandis que ses yeux ressemblaient à des boules de feu rouges. Il a ensuite commencé à déchirer sa robe avec ce qui ressemblait à des griffes en métal.
Ses cris ont fait accourir ses sœurs à son secours, et la créature s'est enfuie dans la nuit, laissant Jane terriblement bouleversée et en état de choc. Plusieurs autres apparitions ont été signalées rapidement par la suite dans tout Londres, et un journal a faussement prétendu qu'à Stockwell, Brixton, Camberwell et Vauxhall, plusieurs personnes avaient été mortes de peur, et d'autres avaient eu des crises à cause de leur rencontre terrifiante avec Jack à la jambe de ressort. La panique a commencé à se propager, et la croyance en lui a été rapidement renforcée par les parents, qui disaient à leurs enfants désobéissants que s'ils ne se couchaient pas tranquillement, Jack à la jambe de ressort viendrait les chercher. Telle était sa notoriété. Il est devenu un favori dans les églises le dimanche, où il était régulièrement utilisé comme une métaphore pour le comportement pécheur. Dans les années 1870, l'armée a même installé des pièges, après que les sentinelles ont signalé avoir été attaqués la nuit avec un poisson mouillé ou une main glacée par Jack à la jambe de ressort. Pendant près de 70 ans, on l'a vu à des endroits aussi distants que Birmingham, Wolverhampton et Lincoln. La dernière apparition signalée a eu lieu à Liverpool en 1904, et après cela, Jack à la jambe de ressort a tranquillement disparu de l'histoire, sans jamais être entendu ou vu à nouveau. Alors, que devons-nous penser du phénomène qu'était Jack à la jambe de ressort ? S'agit-il juste d'une hystérie collective nourrie par le sensationnalisme médiatique, ou est-ce l'une des théories les plus farfelues jamais avancées ? L'une des théories les plus crédibles était que c'était en effet une farce qui a ensuite été poursuivie par des imitateurs, ses capacités plus inhumaines exagérées par les médias et l'hystérie de masse. Une caractéristique commune des rencontres avec Jack était les nombreux accessoires qu'il semblait utiliser pour améliorer son apparence afin de se rendre plus menaçant, comme des masques, des griffes métalliques, des capes et des casques. Certains suggèrent même que cela aurait pu être le marquis de Waterford, qui était célèbre pour ses bagarres ivres, ses blagues brutales et son vandalisme. Il était également connu pour son comportement erratique, ses problèmes avec les femmes et les policiers, lui valant le titre de marquis fou, et on disait qu'il ferait n'importe quoi pour un pari. Cette hystérie de masse apparemment alimentée régulièrement par les médias pendant plus de 70 ans, mais plus d'une centaine d'années plus tard, nous ne sommes pas plus près de connaître la vérité derrière Jack à la jambe de ressort. Comment les gens ont-ils essayé de guérir la peste ? Flagellant. 14e siècle. Continent européenne. La mort noire européenne, plus communément connue sous le nom de peste bubonique, a balayé l'Europe à partir du milieu du XIVe siècle. Cependant, ce n'était pas la première apparition de la peste bubonique au Moyen-Âge. Des rumeurs sur la Grande Peste ont atteint le continent européen depuis le Moyen-Orient et l'Asie avant que la peste elle-même ne soit apportée par bateau. La peste a apporté contagion, horreur et mort au peuple d'Europe dès son arrivée en Sicile. Elle s'est graduellement étendue sur le continent et jusqu'aux îles britanniques. La peste bubonique se caractérise d'abord par le gonflement des ganglions lymphatiques dans les aisselles et l'aine, connue sous le nom de bubons. Ces bubons gonfleraient jusqu'à la taille d'un œuf, parfois même jusqu'à la taille d'une pomme, apportant une douleur sévère aux victimes. La prochaine étape de la maladie était le pus et le sang qui suintrèrent des gonflements. Par la suite, il y eut d'atroces douleurs, fièvres, vomissements et diarrhées. À l'époque, les gens ignoraient comment la peste se propageait, croyant que toucher les vêtements d'une victime suffirait à provoquer la contagion. Cependant, la véritable cause de la peste était en les puces transportées entre les maisons par les personnes et les animaux, spécifiquement les rats. La contagion s'est propagée à travers le continent alors que les personnes en bonne santé fuyaient vers la campagne et même à travers la Manche, essayant d'échapper à l'infection. Mais en réalité, ils emportaient avec eux les puces infectées. La peste s'est rapidement propagée à travers l'Europe, tuant jusqu'à 50 millions de personnes et en infectant encore plus. En raison de l'intensité et de l'horreur de la mort noire, sans explication plausible à l'époque, les gens du Moyen-Âge ont rejeté la faute sur une variété de choses, la plus grande étant la colère de Dieu. Au milieu du XIVe siècle, certaines personnes croyaient que la façon d'apaiser la colère de Dieu était de tuer ceux qu'ils considéraient comme des hérétiques. Cela signifiait que des milliers de juifs, d'étrangers, de pauvres et d'autres pèlerins religieux ont été tués dans une tentative de plaire à Dieu. Cependant, alors que certaines personnes ont essayé de guérir la peste en punissant les autres, certaines ont essayé de la guérir en se punissant elles-mêmes. Cette forme d'autopunition religieuse était connue sous le nom de flagellation, et elle a connu un renouveau à une nouvelle échelle à cause de la mort noire. Des groupes de flagellants ont émergé en Italie, en Europe de l'Est, en Allemagne et dans les Pays-Bas, et se sont répandus dans toute l'Europe.
Les flagellants étaient des zélotes religieux qui tentaient d'expier leurs péchés et de guérir la peste par des actes publics de pénitence. Cette expiation était basée sur l'imitation de la façon dont Jésus a souffert lorsqu'il a été fouetté par les gardes romains, avant d'être crucifié pour les péchés du monde. Les flagellants se fouettaient publiquement plusieurs fois par jour, se rendant dans différentes villes en procession tous les 33 jours et demi, gagnant plus de fidèles dans chaque ville où ils allaient. Certains groupes de flagellants se distinguaient des autres citoyens, en portant des capuchons sur leur visage, mais exposaient leur dos pour montrer leurs blessures. Cela apportait un élément de modestie et d'humilité dans l'acte de flagellation. Ils n'étaient pas censés être vus, ou vénérés comme des êtres saints eux-mêmes, mais leurs actions étaient censées être vues comme une expiation pour les péchés de toute l'humanité. Les fouets étaient composés de 3 cordons de cuir qui avaient des nœuds à chaque extrémité, parfois incrustés de clous en métal ou de pointes de fer, de sorte que le flagellant saignerait encore plus et pourrait peut-être expier encore plus profondément ses péchés terrestres. On pouvait voir le sang des flagellants éclabousser les murs, les routes et les passants, et certains voyaient le sang comme une relique sacrée. Finalement, le pape Clément VI a condamné l'action des flagellants comme hérétique, car il les voyait comme des usurpateurs potentiels du pouvoir catholique qui causèrent des problèmes et instillaient un faux espoir. Le 20e octobre 1349, le mouvement des flagellants a été officiellement condamné dans une bulle et les dirigeants de l'Église ont été ordonnés de le supprimer. Avec la fin de la peste bubonique à la fin du Moyen-Âge, le mouvement des flagellants avait pratiquement disparu. Cependant, ce n'étaient pas les flagellants et leurs actions qui ont guéri la peste. L'assainissement et le froid ont finalement éliminé les restes des puces portant la peste, laissant la population européenne dévastée mais toujours survivante. Test de natation du procès des sorcières. Du XVIe au XVIIIe siècle, des pays comme l'Angleterre et l'Amérique croyaient avoir un problème avec les sorcières. Il y avait une véritable peur que les sorcières se cachent parmi la population, donc une variété de tests a été conçue pour les démasquer. Échouer à l'un de ces tests signifiait généralement que vous étiez condamné comme sorcière et brûlé sur le bûcher. Mais l'un des tests les plus célèbres et les plus cruels était le test de natation, ou comme on l'appelait souvent en Europe, le test de flottaison. Principalement, il était le plus courant en Grande-Bretagne, où de manière confuse, il a été interdit par Henri III en 1219, mais ouvertement approuvé par le roi Jacques Pern en 1597. Des cas ont aussi été enregistrés en Allemagne, Suède, Suisse et dans les colonies américaines. La tradition d'être jugé par l'eau remonte aussi loin que le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et est devenue loi en Angleterre sous le roi Athelstan au Xe siècle. Le test de natation était lorsque les femmes accusées d'être des sorcières étaient attachées et jetées dans une rivière ou un lac à proximité devant une foule. Les méthodes les plus populaires pour attacher une sorcière présumée consistaient à lier leurs pouces aux orteils opposés en croix, ou simplement à avoir les mains liées derrière le dos. Il arrivait que les accusés soient cousus à l'intérieur d'un sac. Dans tous les cas, cela leur aurait rendu la nage presque impossible. Si les suspects flottaient, ils étaient considérés comme des sorcières, car on croyait qu'ils avaient rejeté le baptême en pactisant avec les forces obscures. L'eau, agent du baptême, était considérée comme rejetant les coupables. Ils étaient alors exécutés par le feu ou la corde. S'ils coulaient, ils étaient purs de cœur et seraient sortis de l'eau par une corde attachée à eux et considérés comme innocents. Il y avait aussi le problème supplémentaire que beaucoup de suspects finissaient par se noyer avant qu'ils ne puissent être sortis de l'eau. La pratique a persisté bien jusqu'aux années 1700, mais avec l'avènement de l'âge de la raison et de la science, elle est rapidement tombée en désuétude. Les chaises de cucking et de ducking, du XIIIe au XVIIe siècle. Les chaises de cucking étaient populaires comme type de punition en Grande-Bretagne au XIIIe et XIVe siècle. Elle était utilisée pour humilier socialement les gens pour des infractions mineures, comme les femmes qui bavardaient en trop, ou pour un commerçant trouvé malhonnête. Le mot cucking vient du cucking stool saxon, signifiant littéralement chaise déféquant, car ils étaient à l'origine des commodes modifiées, qui étaient un pot de chambre couvert dans un siège en bois. Dans le châtiment du cucking stool, le coupable serait défilé à travers sa ville ou village, attaché à un tabouret porté sur des planches ou une charrette à roues. Le but était de les dégrader jusqu'à ce qu'ils aient honte de leurs actes.
Le tabouret de canard était une forme de punition du XVIe et XVIIe siècle, dérivée du cucking stool plus ancien. La punition du tabouret de canard se terminait toujours par l'immersion de la personne coupable dans l'eau, souvent à plusieurs reprises devant une grande foule. Le tabouret de canard était aussi une punition populaire dans les nouvelles colonies américaines. En 1662, il a été inscrit dans les livres de loi de l'État de Virginie que dans le cas de diffamation par la femme d'un homme, si l'amende dépassait 500 livres de tabac, et que le mari refusait de payer l'amende, la femme était plongée, via une chaise de canard, une fois pour chaque 500 livres de tabac qu'il refusait de payer. L'amende maximale en vertu de cette loi était de 5000 livres de tabac pour diffamation. Ainsi, une femme pourrait potentiellement être plongée jusqu'à 10 fois. Le trempage était une version plus sérieuse de cela, et était un jugement par épreuve. Quand une femme était suspectée de sorcellerie, le trempage servait souvent de test pour déterminer sa culpabilité ou son innocence. Le suspect était attaché à une chaise en bois ou en fer, parfois entourée d'une simple mais solide cage en fer. La chaise était attachée à une longue poutre en bois, et la chaise était ensuite abaissée dans l'eau, qui était normalement une rivière ou un étang. La présumée sorcière était immergée dans l'eau, attachée à la chaise, et restait submergée pendant 10 à 20 secondes, puis était retirée, et avait l'occasion de se confesser. Ce processus était généralement répété, jusqu'à ce que la victime se noie, ou abandonne et avoue. Si elle avouait, elle était généralement pendue, ou parfois brûlée comme une sorcière. Si elle se noyait, elle était considérée comme innocente, et sa place au ciel était garantie. Bien que la méthode préférée pour tester une sorcière à cette époque était le test de natation, une femme soupçonnée d'être une sorcière était attachée, et jetée dans une rivière ou un lac à proximité devant une foule. Si elles flottaient, c'étaient des sorcières. Si elles coulaient, elles étaient pures de cœur et, espérons-le, seraient sorties de l'eau vivante avant de se noyer. Le dernier cas enregistré d'utilisation d'une chaise de plongée date de 1817 lorsque Sarah Leake allait être plongée dans l'étang local. Mais comme l'eau était si basse, ils l'ont simplement promenée dans la ville pendant un moment dans une chaise. Méthode d'exécution macabre dans l'histoire. Le gibet était utilisé pour les exécutions publiques. Son utilisation peut être retracée jusqu'à l'Antiquité classique. La gibétisation, ou pendaison en chaîne, consiste à laisser un corps pendre après l'exécution, depuis la potence ou après avoir écartelé la victime. Cependant, parfois, la victime était placée vivante dans le gibet et laissée à mourir. La gibétisation peut être observée très tôt dans l'histoire, car elle est mentionnée dans l'Ancien Testament de la Bible. La construction et le style du gibet variaient tant en fonction de la région et de la période et étaient généralement réalisés par un forgeron et étaient assez coûteux. Le gibet lui-même était un type de potence avec un bras projeté du haut qui était utilisé pour pendre les corps des criminels, soit après une exécution, soit comme forme d'exécution. Le gibet se distinguait des autres formes de pendaison par l'utilisation de chaînes pour suspendre le criminel jusqu'à la décomposition complète de son corps. Le corps était souvent laissé pendu, jusqu'à ce que les vêtements des victimes aient pourri sur leur corps. Une cage était fabriquée en fer, et souvent reliée au bras en bois, afin que le corps soit conservé aussi longtemps que possible. Cela visait à prolonger l'humiliation des victimes, alors que le public observait la décomposition de leur corps. De plus, les gibets étaient souvent situés à proximité des grandes routes et d'autres lieux en vue. Les criminels étaient laissés pendus à des poteaux d'une 20 à 30 pieds de haut, afin d'être vus de loin et de large. Ils restaient parfois en place pendant des décennies. La gibétisation était surtout utilisée pour les traîtres, meurtriers, bandits de grands chemins, pirates et voleurs de moutons, et uniquement sur les criminels masculins. Elle avait pour but de dissuader les autres de commettre des infractions similaires. John Hutchins est un exemple célèbre de pendaison, condamné à mort pour le meurtre de John Sparks en 1684. Hutchins était un avocat éminent dans le Londres moderne, tandis que Sparks n'était qu'un batelier ou un travailleur de la rivière. Selon le récit de son exécution, Hutchins est tombé dans la débauche et la dépravation, fréquentant assidûment les prostituées et les tavernes. Le meurtre de John Sparks a eu lieu une nuit où il avait passé de nombreuses heures dans la taverne et était sorti pour trouver plusieurs bateliers, tourmentant les prostituées locales. Hutchins et Sparks se sont disputés, et Hutchins, après avoir dégainé son épée, l'a poignardé à travers le torse dans une rage violente et ivre. Bien que Hutchins n'ait pas avoué le meurtre de John Sparks, il a avoué qu'il était une personne débauchée. John Hutchins a été reconnu coupable de meurtre, et parce qu'il n'a pas avoué son crime,
il a été condamné à la mort honteuse du gibet. Le 17 décembre 1684, John Hutchins a été pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive et laissé sur le gibet pendant moins d'une heure jusqu'à ce que son corps soit découpé, puis enterré dans un terrain non consacré en raison de sa péché. Les pirates étaient parfois exécutés par pendaison sur un gibet érigé près de la mer ou d'une rivière. Leurs corps étaient laissés à pendre jusqu'à ce qu'ils aient été submergés par les marées 3 fois. À Londres, le quai d'exécution est situé sur la rive nord de la Tamise à Wapping. Après immersion dans la marée, les corps de criminels particulièrement notoires pouvaient être recouverts de goudron et exposés dans des cages de gibet un peu plus en aval à Cuckold's Point, maintenant l'emplacement de Pageant's Crescent, ou à Blackwall Point, situé à la pointe de la péninsule de Greenwich. Un tel sort est arrivé au capitaine William Kidd en mai 1701, dont le corps a été laissé pendant 3 ans comme un avertissement pour les autres pirates des conséquences possibles de leurs actions. Bien que le gibet était une méthode d'exécution publique peu fréquente avant le XVIIIe siècle, c'est en 1752 que le Murder Act, également connu sous le nom de An Act for Better Preventing the Horrid Crime of Murder, a été adopté en Grande-Bretagne, rendant la pratique plus populaire. Le Murder Act a popularisé les punitions post-mortem, comme le gibet, perçu qu'en Potielot comme une forme de rétribution et de vengeance collective envers les meurtriers. Ainsi, plutôt que d'être enterrés, les meurtriers devaient être disséqués ou laissés pendus en chaîne. Le Murder Act a été adopté en 1752 à cause des actions du gang Hawkhurst. Le gang Hawkhurst était un groupe de contrebandiers qui, dans les années 1740, commettaient fréquemment des crimes violents dans le sud-est de l'Angleterre. Leurs crimes comprenaient la contrebande de thé et d'alcool, le vol et des meurtres brutaux. L'un des crimes les plus notables du gang Hawkhurst a été le meurtre de Richard Hawkins, un ouvrier agricole, et quelqu'un qu'ils soupçonnaient d'avoir volé leur thé. Hawkins a été torturé, frappé, battu et fouetté à mort. Ensuite, son corps a été lesté de pierre et immergé dans un lac local, où il est resté non découvert pendant 9 mois. Lorsque les membres du gang de Hawkhurst ont finalement été attrapés, 75 d'entre eux ont été emprisonnés ou pendus pour leurs crimes, et 14 d'entre eux ont été giboyés en raison de la gravité de leurs crimes. La dernière utilisation du gibet au Royaume-Uni a eu lieu en 1832, presque 100 ans après l'adoption de la loi sur le meurtre, lorsque 2 derniers gibets ont été fabriqués pour William Jobling à Jarrow, et peu après, James Cook à Leicester. Cela s'était interdit au Royaume-Uni en 1834 en raison de la barbarie de l'acte. Il reste 16 gibets en Angleterre. L'un d'eux contient toujours le crâne de son malheureux occupant. La Grande Peste de Londres, 1665, 1666. Au printemps de 1665, une épidémie de peste bubonique a émergé à Londres, en Angleterre. La peste a commencé dans la paroisse de St. Giles in the Fields, un quartier pauvre en dehors des murs de Londres, et alors que le printemps se transformait en un été chaud, elle est devenue une épidémie. On suppose que la deuxième pandémie de peste a commencé en Chine et s'est propagée à travers l'Europe par le commerce. La peste bubonique c'est causée par la bactérie Yersinia pestis qui est transmise par les puces, qui vivent sur les rats. Les victimes présenteraient des symptômes tels que fièvre, crachat de sang, bubons douloureux, ampoules et ecchymoses sur le corps. Les victimes mouraient, généralement, dans les jours suivant l'attrapage de la maladie. Les zones les plus pauvres étaient les plus insalubres, avec des déchets et des ordures jonchant les rues, et étaient donc les plus durement touchées par la peste. Les médecins étaient également trop chers pour la plupart des gens, bien que leur traitement était limité en efficacité, car ils pensaient que les miasmes, ou mauvais air, étaient la cause de la peste. Les riches, eux, fuyaient la ville car ils en avaient les moyens. Le roi Charles II, la noblesse, le parlement et la majorité des marchands, avocats et médecins ont fui, laissant les pauvres derrière. Le lord maire et les échevins sont également restés pour maintenir l'ordre et empêcher la maladie de se propager davantage. En juin, le maire a fermé les portes de Londres aux personnes sans certificat de santé car les routes étaient engorgées de personnes essayant de fuir la ville. À l'automne, 7000 personnes mourirent de la peste chaque semaine dans la ville. Des gardiens ont été embauchés pour faire appliquer une quarantaine.
Si une personne était infectée ou était morte de la peste, toute sa famille serait enfermée avec elle dans leur maison, scellée de l'extérieur et surveillée. Une croix rouge était alors peinte sur la porte pour la distinguer. Rapidement, toute la famille serait infectée et souffrirait de la même façon. Il était également courant de voir des conducteurs de voitures mortuaires avec des piles de corps qui se déplacèrent dans les rues en criant « Sortez vos morts !» et les morts seraient enterrés dans des fosses communes. L'hiver a ralenti la propagation de la maladie. À partir de décembre 1665, les gens ont commencé à retourner à Londres, et en février 1666, le nombre de morts avait diminué à un niveau suffisamment sûr pour que le roi puisse revenir. On estime qu'à Londres, jusqu'à 100 000 personnes sont mortes de la Grande Peste. Après la Grande Peste, le grand incendie de Londres a de nouveau plongé la ville dans le désastre, mais il a peut-être aussi aidé à éliminer certains des rats et des puces porteurs de la peste. Raspoutine, l'homme qui ne voulait pas mourir, 30 décembre 1916. Grigori Efimovitch Raspoutine est né le 21 janvier 1869 en Sibérie, Russie, dans une famille de paysans, et a mené une vie simple jusqu'à l'âge de 28 ans, où il est allégué qu'il a eu un éveil religieux lors d'un pèlerinage, et après cela est devenu un saint homme autoproclamé errant. Tout au long de la vie de Raspoutine, des rumeurs persistantes circulaient sur son implication dans la débauche, l'ivresse, la drague, d'étranges rituels occultes et son appartenance à une secte mystérieuse. Mais malgré tout cela, en 1906, Raspoutine était une figure populaire de la haute société à Saint-Pétersbourg et était devenu ami avec le tsar Nicolas II et sa famille. Maintenant connue simplement sous le nom de Raspoutine, la tsarine, reine Alexandra, le considérait de plus en plus comme un prophète et un guérisseur capable de soigner son fils hémophile, Alexei. Au cours des 10 années suivantes, l'influence de Raspoutine sur la famille royale et leurs décisions politiques n'a cessé de croître. Cela a causé beaucoup de ressentiment parmi le peuple russe et les politiciens. Il y a eu des tentatives pour limiter son pouvoir, et il y a même eu une tentative d'assassinat le 12 juillet 1914. Une femme paysanne profondément religieuse de 33 ans, nommée Chonia Gousseva, a poignardé Raspoutine à l'estomac, alors qu'il visitait son village natal de Pokrovskoï. Raspoutine a été gravement blessé et a failli mourir. Gousseva a affirmé que Raspoutine était un faux prophète et l'antéchrist. Elle a été jugée plus tard folle et envoyée dans un asile d'aliénés pour son crime. La Première Guerre mondiale se passait mal pour la Russie en raison d'un mauvais leadership et de problèmes logistiques. En décembre 1916, ses forces armées étaient en au bord de l'effondrement. Pendant ce temps, à la fois Raspoutine et la famille royale étaient devenus incroyablement impopulaires. Beaucoup craignaient que l'influence de Raspoutine sur la famille royale n'affecte sérieusement l'effort de guerre. Ainsi, un groupe de nobles et de politiciens a comploté pour le tuer. Ce complot était dirigé par le prince Félix Youssoupov et son jeune ami, le grand-duc Dimitri Pavlovitch. Dans la nuit du 29 décembre 1916, les deux l'ont invité à une petite fête au palais royal de la Mojka. Ce qui s'est passé ensuite était sujet à débat car beaucoup de choses sont devenues pour lui des ouï-dire, du sensationnalisme et des demi-vérités. La mort de Raspoutine, figure mystérieuse pour le public, est rapidement devenue un récit de ses pouvoirs presque surhumains. Le récit populaire sur sa mort est que l'attendaient au palais le prince Félix Youssoupov et le grand-duc Dimitri Pavlovitch, tandis qu'à l'étage se trouvaient plusieurs co-conspirateurs, dont le célèbre politicien d'opposition Vladimir Pourishkevitch. Une fois au palais, le prince Youssoupov a offert à Raspoutine du thé et des gâteaux, qui avaient été imprégnés de suffisamment de cyanure pour tuer 3 ou 4 hommes, mais cela ne semblait avoir aucun effet sur lui. Alors le prince lui a donné du vin de Madère, également imprégné de cyanure, mais là encore, cela ne semblait avoir aucun effet sur lui, même après avoir bu 3 verres, à part le rendre un peu plus ivre. Puis le prince Youssoupov est allé chercher un revolver et a tiré sur Raspoutine dans la poitrine. Raspoutine s'est effondré au sol, semblant mort. Le prince Youssoupov a ensuite quitté le palais avec les autres co-conspirateurs, l'un d'eux portant le chapeau et le manteau de Raspoutine, dans l'espoir que cela donnerait l'impression que Raspoutine avait quitté le palais pour rentrer chez lui. Un peu plus tard, les princes sont revenus au palais, et à leur grande surprise, le supposé mort Raspoutine s'est levé et les a attaqués. Puis Raspoutine a titubé dans la cour du palais, où l'on dit qu'il a été abattu 2 fois de plus.
On prétend ensuite que Raspoutine a été battu par le prince Yusupov avec un haltère et, aux premières heures du matin du 30 décembre 1916, a été emporté à un pont proche et jeté dans la glaciale rivière Malayanevka en dessous. On dit que Raspoutine a été vu pour la dernière fois très vivant, se débattant dans l'eau glaciale alors qu'il dérivait en aval, s'accrochant à un morceau de glace. 2 jours plus tard, le 1er janvier 1917, le corps sans vie de Raspoutine a été retrouvé sous la rivière gelée, à environ 200 mètres en aval du pont, 2 jours après sa mort. Certains détails de son meurtre peuvent avoir été faux ou exagérés, mais ce que nous savons avec certitude provient de l'autopsie officielle effectuée sur le corps de Raspoutine. Nous savons que Raspoutine a été touché par 3 balles, et l'une d'elles, tirée à très courte distance dans le front, a été la cause de sa mort. Le médecin légiste n'a trouvé aucune trace de poison dans son corps. Il a aussi conclu que Raspoutine était probablement déjà mort quand son corps a été jeté à la rivière. Le corps de Raspoutine présentait des coupures profondes et des ecchymoses, probablement infligées après sa mort lorsqu'il a été jeté dans la rivière par un trou de pêche creusé dans la glace, et non résultant d'une agression comme on le prétend souvent. Le rôle du prince Félix Yusupov et du grand-duc Dimitri Pavlovitch dans le meurtre de Raspoutine a été rapidement découvert. La reine Alexandra était si furieuse du meurtre qu'elle voulait que les deux soient fusillés sur le champ par un peloton d'exécution sans procès. Cependant, le prince Yusupov fut exilé dans sa propriété rurale, tandis que l'archiduc Pavlovitch fut envoyé servir dans une garnison de l'armée russe en Perse. Raspoutine a été enterré le 2 janvier 1917, le lendemain de la découverte de son corps, dans une petite église locale lors d'une cérémonie en présence de la famille royale et de quelques amis proches. Peu de temps après, la révolution russe a eu lieu et le tsar Nicolas II a été contraint d'abdiquer, mettant fin à l'Empire russe. Les corps momifiés utilisés comme point de repère sur le mont Everest. Alors que le mont Everest offre la mort à chaque coin, les alpinistes continuent d'essayer de l'escalader. On ne sait pas combien de corps se trouvent là sur la montagne, mais certains disent qu'il y en a plus de 200. Il y a plusieurs dangers. Plus l'alpiniste se rapproche du sommet, plus les vents deviennent forts, ce qui peut souffler un alpiniste hors de la montagne, les envoyant chuter à leur mort. Les niveaux d'oxygène plus bas rendent la respiration difficile, et un alpiniste peut s'arrêter pour un bref repos et ne plus jamais se réveiller. Le gel peut aussi se produire en quelques minutes. Les cadavres des malheureux victimes de l'Everest sont bien conservés en raison du climat froid, posés dans leurs derniers moments, dans les vêtements avec lesquels ils se sont mis en route vers le sommet, figés dans le temps. Le sauvetage d'une personne incapacitée est si dangereux en haute montagne que tenter de le faire peut entraîner votre propre mort, donc les corps sont souvent laissés là où la personne est décédée. L'une des premières tentatives pour atteindre le sommet du mont Everest a été faite par George Mallory, qui faisait partie de plusieurs expéditions britanniques dans les années 20. En 1924, avec Andrew Irvine, il partit du camp de base avancé pour ne jamais revenir. À part sa pioche à glace et une bouteille d'oxygène, Irvine n'a jamais été retrouvé. Le corps de Mallory a été découvert en 1999, son cadavre préservé mais blanchi par le soleil avec une corde autour de la taille et une perforation à l'avant du crâne. Il est suggéré que le duo est tombé et que la pioche a frappé Mallory à la tête. Le cadavre le plus célèbre est Green Boots, que l'on pense être Swang Paljor, qui était un grimpeur indien qui est mort en 1986. Une année mortelle dans l'histoire de l'Everest, qui verrait 15 personnes mourir en essayant d'atteindre le sommet. Il s'est séparé de son groupe lorsqu'il a cherché refuge dans une grotte à bouche ouverte. À 8500 mètres, donc 20 900 pieds, il a grelotté de froid jusqu'à sa mort en position fétale. Portant des bottes d'alpinisme vert fluo. Chaque grimpeur tentant la voie de la crête nord-est vers le sommet passera par les bottes vertes. En 2006, le grimpeur anglais David Sharp s'est arrêté dans la grotte pour se reposer lors de son ascension. Il a gelé en position assise, incapable de bouger, et semblait avoir le nez gravement gelé, mais était toujours en vie. Sharp avait choisi de grimper seul sans Sherpa et sans assez d'oxygène et sans radio pour appeler à l'aide. 40 grimpeurs l'ont dépassé en le manquant, ou en supposant qu'il était mort, le confondant potentiellement avec des bottes vertes. Des grimpeurs ont trouvé Sharp et ont tenté de lui donner de l'oxygène supplémentaire. Cependant, comme il ne pouvait pas se relever, il a été laissé pour mort,
Frances Arsentiev et son mari Sergei Arsentiev faisaient partie d'un groupe d'alpinistes qui redescendaient au camp depuis une hauteur de 8000 mètres. Mais ils ont dû le faire pendant la nuit, et avec des réserves d'oxygène faibles, ce qui était incroyablement dangereux. Soudainement, elle a disparu, et Sergei a choisi de rebrousser chemin pour la retrouver, malgré les risques. Sur sa route, il a rencontré des grimpeurs ouzbeks. Ils l'ont trouvée vivante, mais gelée et immobile. Ils ont tenté de la descendre jusqu'à ce que leur propre oxygène atteigne des niveaux dangereux, les forçant à abandonner le sauvetage. Francis et Sergei ne reviendraient pas au camp de base. Le lendemain matin, Jan Woodall et Cathy O'Dowd, accompagnés de plusieurs Ouzbeks, ont découvert Francis toujours en vie suppliant de l'aide. Cependant, l'emplacement difficile et la température de -30 les ont finalement forcés à abandonner le sauvetage, la condamnant à mourir. Le corps de Sergei a été découvert plus tard par l'équipe qui avait trouvé George Mallory. Aujourd'hui, les corps momifiés préservés sur le mont Everest sont utilisés comme marqueurs par les grimpeurs alors qu'ils visent le sommet, un rappel macabre des dangers que la montagne pose.